Bien, parfait. Alors, comme j'ai dit, en fait, on veut bien copier, ou télécharger le fichier et le mettre dans un fichier, dans ce fichier, mais plutôt plus exactement dans ce chemin. Donc, je vais créer justement une variable dans laquelle je vais mettre toutes ces informations. Donc, je vais créer une variable que j'appellerai file base name. Je vais l'appeler comme ça, base name, dans laquelle je vais mettre le nom de mon fichier. Donc, le nom c'est indice. Je vais l'abréger, c'est pas la peine que je l'écris en entier. Vous le voyez derrière, c'est indice commerce externe 1.csv. Je vais donc juste abréger en écrivant comme ça, indice comme externe 1.csv. Donc je viens de stocker juste cette phrase ou ce texte dans la variable, mais j'ai besoin de tout le chemin pour que je place les données exactement dans le chemin. Et par conséquent, je vais définir une autre variable que j'appellerai cette fois-ci file name ou full name si vous voulez. Donc c'est le nom total, complet. Et ben, il faut que ça contient, parce qu'on veut le mettre dans le dossier resource. Donc je vais mettre resource directory /$ et je mettrai donc file name, file base name. La tabulation, ça n'a pas passé. Est-ce que j'ai fait une erreur quelque part? Non. Alors, file base name, ça marche. En tout cas, je dois donc vérifier par afficher, si vous voulez, donc la variable file name, par exemple. Je dois trouver un nom un chemin qui est bien défini. Ça marche, donc vous voyez bien. Donc on veut placer donc dans ce dossier-là le fichier que nous allons créer par la commande. Maintenant, on a tout placé, donc à savoir, on a préparé notre variable, l'URL de notre fichier. Donc, on dispose de l'URL, on dispose de l'emplacement. Là, on veut mettre le fichier une fois capturé ou une fois téléchargé. Alors maintenant, il reste juste à mettre la commande. Comme j'étais en train de faire tout à l'heure, la commande n'est autre que wget avec un tiret grand O, tiret. Ensuite, là, il faut que je précise l'URL du fichier. Donc, c'est $file URL. C'est tout ce que je dois préciser à ce niveau-là. Normalement, si vous avez déjà l'habitude d'exécuter cette commande, à chaque fois qu'on veut le faire, il faut qu'on précise deux choses. Il faut qu'on précise la source et la destination. Ici, donc, la deuxième tirée, le tiret que vous voyez là, le deuxième, c'est juste pour dire que c'est la deuxième partie de la commande qui va indiquer où se trouvera le fichier ou l'emplacement du fichier destination que nous voulons obtenir. Et puis "-o", c'est pour dire que l'output doit être un fichier. C'est tout simplement ça. Alors maintenant, la phrase elle est incomplète parce que on a omis un paramètre là, on a omis de préciser la destination de ce que nous allons télécharger. Et justement, puisque la destination c'est dans HDFS, je vais donc proposer la destination en mettant HDFS, DFS, tiré. Alors ici, on met un tiré donc pour dire, parce que là aussi, lorsque vous voulez donc placer des données, vous devez donc mettre la commande qui est responsable du placement, c'est la commande put. La commande put, il permet, comme je vous ai dit tout à l'heure, de télécharger un fichier du stockage local vers le stockage HDFS. Mais nous, on n'a pas encore de fichier localement dans notre système de stockage local. C'est un fichier qui doit nous provenir de l'Internet, donc grâce à wget. Et justement, c'est pourquoi on a dit je ne veux pas mettre de traces dans le système de stockage local.
Je ne veux pas garder le fichier dans le système de stockage local. Je veux donc faire un tunnel, une sorte de tunnel, et déplacer le flux des données vers la deuxième partie de la commande. C'est pourquoi, ici, on doit préciser cette partie-là. Mais put, nous allons le voir par la suite, qu'il a aussi deux paramètres. Il a la source et la destination. Et la source, comme il va nous venir de la première partie de la commande, eh bien, je vais l'omettre aussi en mettant tiré. Mais je dois préciser par contre la destination. Et la destination, c'est le dossier qu'on a préparé tout à l'heure. C'est ce chemin qu'on a préparé tout à l'heure. Eh bien, je l'ai déjà mis dans une variable. Donc, je vais juste mettre la variable. C'est file name. Donc, là, la phrase, elle est complète. Donc, il est en deux parties. Il est composé en deux commandes, si vous voulez. Il y a une commande relative au système de stockage local, à Linux. Et cette commande-là, il a pour but de ramener une donnée à partir de l'URL, depuis le serveur, qui va être résolu tout à l'heure, étant donné l'URL. C'est un fichier qui est disponible, donc il est libre, donc il n'y a pas d'authentification à faire. Mais c'est un fichier que nous ne voulons pas garder dans le stockage local. Nous voulons donc, c'est pourquoi on a mis cette tirée, nous voulons l'exploiter, son résultat, je veux le mettre du côté de l'autre système de stockage. C'est comme si on va faire un move du local vers le système HDFS. Mais là, on est passé uniquement par put, d'accord? Put aussi, il a deux parties, donc il a la source et la destination. La source, c'est ce qu'on a au début. Il faut juste qu'on l'omette et qu'on précise la destination. Voilà, je vais exécuter pour voir. Alors automatiquement ici, on résout l'URL, donc on est connecté, donc comme vous voyez, on l'a résolu par une adresse IP, un protocole de communication, et puis on commence à télécharger. Et vous voyez en fait là, on est en train de sauver dans la mémoire, in memory si vous voulez, et ce qu'on va sauvegarder, on va le placer directement dans le système de stockage HDFS. Voilà, donc c'est fait. On pourrait très bien maintenant revenir faire notre ls, pour voir qu'effectivement, j'ai déjà le fichier. Voilà, donc vous voyez, on a bien le fichier, il a été déplacé. Puisque toutes les commandes que j'ai faites sont sous l'utilisateur HDFS, donc normalement, le fichier, il est maintenant la propriété de HDFS. Et c'est un fichier qui pèse environ 20 mégaoctets. Alors maintenant, nous nous sommes arrêtés sur quelques aspects du stockage HDFS. Donc par la création de dossiers, on a vu comment on pourrait le faire. Par le placement de fichiers volumineux. Donc ici, ce n'est pas un grand fichier en fait, c'est un fichier de 20 mégas en tout cas. Et donc on dira volumineux quand ça dépasse les quelques gigas, donc peut-être 16, 32 gigas, 128 et même le Tera. Donc c'est là où ça devient vraiment volumineux. Mais nous, on veut on veut s'arrêter sur quelques aspects, même si on a des fichiers qui ne sont pas vraiment volumineux. Alors, regardons maintenant du côté de HDFS la notion de bloc, parce que je vous ai dit dans l'énoncé que parmi les choses sur lesquelles on veut s'arrêter, à partir de l'étape 2, on veut d'abord vérifier que les opérations 2 et 1 ont été faites correctement. Ça, je l'ai déjà fait par ls. Mais je veux voir le block size. Je veux montrer la notion de taille de bloc HDFS. C'est ce que j'ai expliqué au début, en fait, quand j'ai fait mon explication ici. On a dit que chaque fois qu'on place un fichier, par exemple par put, eh ben, ce fichier il est splitté en plusieurs blocs qui sont placés dans les nœuds, dans les data nœuds. Alors, même si on a un seul nœud de données, eh ben, ça serait des blocs qui vont être placés dans le même nœud de données. Donc, ça va nous permettre de s'arrêter sur ce mécanisme. Alors, justement, pour ce faire, j'ai besoin donc de voir actuellement, on est réglé sur quelle taille de block size, ou de taille de bloc. Quelle est la valeur block size value, ou la valeur de la taille des blocs HDFS. Alors, pour le faire, il suffit juste d'exécuter la commande suivante. C'est une commande HDFS.
Alors, c'est une commande qui s'appelle getConf avec l'option conf key. En fait, getConf, ça permet de lire la configuration de notre système HDFS. Et il y a beaucoup de valeurs, il y a beaucoup d'attributs. Et pour aller donc lire un attribut bien donné, on passe par l'option conf key. On donne la clé. C'est comme si on a un stockage clé-valeur ici pour la configuration du système. C'est un fichier clé-valeur ou c'est des données organisées en clé-valeur. Donc, je dois noter ou je dois préciser c'est quelle clé que je veux consulter. Alors, dans mon cas, c'est la clé qui est liée au stockage DFS, Data File System, ou bien à la classe Data File System, et il s'appelle block size. Donc, à partir de cette commande, je suis capable de voir quelle est la taille des blocs. C'est-à-dire, lorsque j'envoie un fichier vers HDFS pour qu'il soit écrit, ben, automatiquement, on va le décomposer en des blocs de cette taille-là. Ça, c'est en bytes, en octets. Et donc, là, c'est les kilos, c'est les mégas, c'est les gigas. Donc, ça doit être, plutôt, c'est les mégas. Désolé. Donc, ça, c'est les kilos. Mégas. Donc, c'est à peu près 134 mégas. C'est des multiples de 8, donc c'est 128 mégas. Alors, ça, c'est la taille d'un bloc. Dans notre cas, notre fichier, il pèse 20 mégas, donc ça va faire un seul bloc. Donc, tout calcul fait, ça va faire un seul bloc. Alors, d'où vient cette valeur? D'où vient-elle? Alors, juste pour vous montrer d'où vient-elle, je vais entrer dans un fichier de configuration que je vais afficher. Sauf que, en étant connecté sous l'utilisateur HDFS, ce dernier, son path, il ne contient pas le chemin vers l'éditeur VIM. Donc, si je lance VIM, ça marche. Donc, j'allais dire une bêtise. Donc, ça marche. Donc, je pourrais le lancer de cette façon. Je vais donc juste sortir. J'allais vous dire qu'il fallait faire le chemin pour y aller. Mais là, puisque on le voit, donc ça marche. Donc, parfait. Je pourrais l'exécuter. Donc, ce que je vais faire, je vais donc exécuter VIM pour afficher un fichier qui se trouve dans le dossier. Là, c'est dans le système de stockage local. D'accord? Donc, vous voyez, il n'y a pas de HDFS, DFS, etc. Donc, il y a directement une commande Linux. Alors, etc Hadoop conf et le fichier il s'appelle hdfs-site.xml. Alors, remarquez, tous les fichiers de configuration, on va les trouver dans ce dossier, sous le dossier Hadoop, dans l'ETC. Et tous les fichiers de configuration, ils sont des fichiers XML. Vous allez trouver par exemple yarn-site, core-site, hdfs-site, etc. Donc, ouvrons ce fichier et regardons en bas. Donc, alors, donc, sur quoi on veut s'arrêter à ce niveau-là? Il y a beaucoup de paramètres, bien sûr. Il y a beaucoup de propriétés. Donc, vous voyez, c'est sous forme de propriétés. Pour chaque propriété, il y a une valeur. Il y a une clé, le nom de la clé, et il y a une valeur. Ou le nom de la propriété et la valeur. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure, quand on a voulu afficher, donc on est passé par getConf-conf key. Et pour la clé, on a mis DFS block size. Alors, si on veut savoir par exemple la réplication, on va passer par dfs.réplication. Donc ici, c'est normal, on a un facteur de réplication égal à 1, c'est-à-dire on ne réplique pas absolument, parce qu'on a un single nœud, un nœud singulier, donc il n'y a pas de multiples nœuds. On n'est pas dans un cluster avec plusieurs nœuds et par conséquent, donc il n'y a aucun intérêt à faire la réplication. C'est pourquoi donc on est par défaut à un facteur de réplication égal à 1. Regardons maintenant pour le
Pardon, donc ça doit être en bas. Où est-ce que je dois la trouver? Je la vois pas du tout. Ici, par le passage, vous trouvez par exemple, si vous voulez accéder à certains services, à travers vous trouvez les adresses et les ports pour accéder à un certain nombre de services. Mais ce que je veux chercher, c'est plutôt est-ce que je suis dans le bon? Je pense que oui. Je vais sortir. Et puis je vais donc juste mettre ici un 4. Je vais afficher de cette manière 4. Et je vais demander de faire une recherche ou bien de s'arrêter sur block size. Block size. Il n'y a pas de block size ici. Donc, éventuellement, c'est dans un autre fichier. En tout cas, le paramètre qu'on a ici, c'est un paramètre qui vient d'un fichier qui a ce même nom. Il y a des fois des copies de fichiers qui contiennent un paramètre qui s'appelle dfs.blockSize. Et justement, ici, quand j'ai fait ma commande, j'ai sollicité ce paramètre-là. C'est ce qui a fait qu'il m'a donné ce résultat. Donc là, on est à 128 mégas. Alors, je vais vous montrer par la suite comment est-ce qu'on pourrait imposer pour un fichier la taille de bloc nous-mêmes. Donc, par exemple, si je veux, donc dans le même sens, si je veux mettre la réplication, facteur, ici, on voit que la réplication, le facteur de réplication, c'est 1, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà donc concernant la troisième partie. Donc, nous avons fait donc globalement jusqu'à ce niveau-là. Donc, 3 commandes. La première pour créer des dossiers. La deuxième pour importer ou pour télécharger des données à partir d'un URL et puis le placer dans Hadoop. Et puis, on a vérifié toutes ces commandes. Il me reste uniquement à vérifier les blocs de ce fichier qu'on vient de placer. Donc, si je refais la commande ls, comme vous pouvez bien le constater, nous avons un fichier dans le dossier ressources qui a environ 20 mégas. Et on a déjà vu que la taille d'un bloc HDFS, c'est 128 mégas. Donc forcément, si on demande d'indiquer ou bien de lister les blocs pour ce fichier, ben je vais voir qu'il n'est composé que d'un seul bloc. Alors juste pour mettre la main sur les blocs, il suffit juste d'exécuter la commande HDFS, fs bloc. Ensuite, il faut indiquer quel dossier que vous voulez consulter par cette commande. Je veux consulter le dossier ressources. Ensuite, je veux voir la liste des fichiers et aussi la liste des blocs. Alors, avec cette commande, vous pouvez faire de l'aide sur cette commande, sur la commande fs file system blocks. Donc, c'est la concaténation de file system et bloc, file system CK, de ce dossier-là, de tous les fichiers qu'on a dans ce dossier, en regardant les fichiers et les blocs qui les composent, les blocs HDFS. Donc forcément, on va trouver que notre fichier est composé d'un seul bloc. Regardez, ici c'est l'inventaire pour tout le dossier. Et là, on a bien sûr le détail sur ce qu'on a
demander de consulter, donc notamment le dossier que nous voulons voir, c'est plutôt à partir de là. Donc on voit ici le dossier consulté. Ensuite on voit qu'il contient un fichier, et c'est un fichier qui est composé d'un seul bloc. Ici on vous donne l'identité du bloc. Donc notamment c'est ça les métadonnées qu'on trouve au niveau du name node. Donc à chaque fois qu'on a placé un bloc dans un data node, on doit donc enregistrer des métadonnées à l'intérieur du name node pour que ces données-là servent à satisfaire maintenant les demandes, les requêtes des utilisateurs qui veulent lire ou bien consulter les blocs. Voilà, donc je vais arrêter à ce niveau-là la première partie de notre activité et on prendra une pause de 15 minutes, d'accord? Il est maintenant 10h37 et on reviendra donc juste après. Juste avant de prendre la pause, si vous voulez, on pourrait interagir. Si vous avez des questions, comme ça on pourrait interagir sur vos questions et vos remarques. Est-ce que vous êtes avec moi? Je pourrais vous voir d'ici. Ça marche, on est à 28. Très bien, parfait. Alors, je souhaite interagir avec vous sur ce que je viens d'exposer. Si vous avez des commentaires ou des questions. On va dire une question par participant. Rapidement. Alors, je fais une synthèse parce que éventuellement, le résumé, donc, ça serait bénéfique pour nous tous. Donc, la première chose que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a actuellement sur notre machine qui tourne, il y a deux systèmes de stockage. D'accord? Linux FS, bien le file system pour le système hôte. Et pour visualiser dans le dossier courant, il suffit juste de mettre ls par exemple, ou bien ls-l pour avoir l'affichage lent. Il y a sous cette même machine un autre système qui fonctionne actuellement, c'est le système Hadoop. Tout à l'heure, on a vu sa version, d'accord? On a juste fait cette commande, Hadoop version. On a aussi vu par la commande sudo VPS pour visualiser l'ensemble des services ou des processus en cours d'exécution. Nous avons vu que parmi ces services-là, il y a un service NameNode, il y a un service DataNode. Ça, c'est ce qui va constituer l'essentiel du système de stockage HDFS. Ça veut dire que s'il y a un service qui n'est pas en marche, parmi ces deux-là, il n'y aurait pas de HDFS. Il n'y aurait pas les commandes que j'avais fait tout à l'heure. Je ne pourrais pas les exécuter. Alors, mais bien sûr, lorsque vous faites une écriture, il y a des traitements qui s'opèrent et ceux qui coordonnent ces traitements ou bien qui vont faire ces traitements, au niveau master, c'est le Resource Manager, et au niveau des data nodes ou bien des nœuds de données, c'est le Node Manager. Donc, au minimum, pour dire que je travaille sur Hadoop, au minimum, je dois monter ces 4 services. Alors, pour nous, actuellement, les 4, ils sont montés sur la même machine. On parle alors de Hadoop Single ou Cluster Single Node. Single Node. Alors, ici, il y a des fichiers. Là, il y a des fichiers. Sur le web, il y a aussi des fichiers. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu donc ici, dans l'organisation de stockage qu'on a là, créer un dossier. On l'a créé dans le dossier user. On a créé un sous-dossier qu'on a appelé industrie. D'accord? Sous lequel on a créé aussi, juste pour histoire de faire de l'organisation, on a créé un autre dossier qu'on a appelé ressources.
Et dans ce dossier-là, on veut donc mettre la main sur un fichier qui se trouve quelque part sur le web, qu'on connaît par son URL. Et on veut donc faire un download, bien sûr via notre système, et on veut le poser dans HDFS. Alors pour faire ça, nous avons dû exécuter un certain nombre de commandes. D'abord, on a créé les dossiers. C'est donc la commande make directory. On a fait le téléchargement, c'est la commande get avec ses options, combinée à la commande put. Put, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, put, quand vous l'exécutez, c'est pour déplacer des données du stockage local vers HDFS. L'inverse, c'est get. Eh bien, il fait déplacer des données à partir de Hadoop vers le système de stockage local. Alors, put, bien sûr, mais toutes les commandes, vous allez constater que toutes les commandes relatives à HDFS, ils doivent commencer par HDFS, DFS. Il y a une autre façon, c'est la commande Hadoop. On pourrait remplacer HDFS par Hadoop. Et quand on utilise Hadoop, on utilisera avec lui le module FS. C'est parfaitement équivalent. HDFS, DFS ou bien Hadoop FS. Et tout le reste, il ne va pas changer. Donc, nous avons vu globalement ces différentes commandes. Donc, la création make directory pour créer, ls pour afficher, put pour placer. Nous avons vu aussi getConf pour lire la configuration, notamment pour savoir la taille du bloc. Nous avons vu aussi fs-blocks avec -files-blocks pour afficher les blocs. Voilà, donc j'ai fait une petite synthèse. Je ne sais pas s'il y a des questions ou bien des remarques avant de prendre notre pause. Est-ce que vous m'entendez? Parfait, très bien. Oui, très bien, Anas. Parfait. Je vois les messages. Alors, regardons les messages. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit il faut un E pour. Merci beaucoup pour cette remarque. Moi aussi, vous voyez que j'ai pas l'habitude, donc je n'ai pas vu constamment les messages. Je regarde les messages. Si, en fait, il y a quelqu'un qui me pose Wiget, est-ce qu'il fonctionne sous Docker? Ça dépend. Ça dépend du système que vous mettez. Tout dépend de votre système que vous montez sur Docker. Et attention, moi je ne suis pas un spécialiste Docker, donc je ne pourrais pas répondre à toutes les questions. Mais c'est très bien, en fait, ces questions-là peuvent susciter une réponse de la part de vous aussi, si quelqu'un a une réponse, et peuvent aussi nous faire des objets de recherche. Je pense que pour Docker, donc si vous installez par exemple un Docker dans le Docker, vous installez un Linux ou bien une distribution Linux comme celle sur laquelle je travaille aujourd'hui, vous avez la commande wiget. Sinon, il y a yum, je pense. Yum. Vous pouvez me confirmer ou faire un commentaire. Donc, on pourrait mettre, je pense, sur d'autres systèmes, il y a yum, je pense. C'est l'équivalent de wiget. Il y a aussi des fois CURL, ce genre de commande aussi. En tout cas, si on n'a pas une commande, on trouvera toujours une possibilité. D'accord? Il faut juste chercher laquelle. Alors, je vais continuer à lire les messages pour...
Youssef, il me dit en tant que route, je comprends pas. Si vous voulez reformuler votre remarque. J'ai dit à un moment. Oui, oui, allez-y. D'accord. Sinon, sudo. Sinon, si on n'est pas route, on met sudo. On l'exécute par la commande sudo. Oui, effectivement, oui. Sauf, yum pour télécharger et installer. Euh, c'est ça ce que j'ai. Oui, exact. Oui, oui, oui. Vous avez raison, Youssef. Vous avez raison, effectivement. Yum pour télécharger, donc pour télécharger un package, ensuite l'installer, et après vous mettez Wiget pour, euh, pour faire le téléchargement d'un fichier. Alors, merci, j'ai rencontré le même problème. Quel problème? Anas, Anas, Dadi. Bonjour Anas. Ah, vous avez déjà pris la pause? Bon, euh, ça marche. Donc, voilà, donc c'est le moment de prendre une petite pause. Donc, on va dire il est déjà moins 10, donc on prendra une pause de 15 minutes et on revient juste après. Alors, ça serait pour moi l'occasion d'enregistrer, déjà de finaliser l'enregistrement parce que je suis en train de mettre une vidéo. Donc, je l'arrête.